Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit podcast hors série. Vous êtes habitués maintenant à entendre les podcasts liés à notre projet immobilier qui est un immeuble de rapport, un premier achat on va dire d'immeuble de rapport. Là aujourd'hui je vous propose un petit hors série qui va parler un peu de tout et de rien. C'est plutôt en mode lifestyle finalement. On va pouvoir échanger plus librement, sans sujet précis, sur mes humeurs du jour, sur ce qui me passe par la tête, etc. Allez c'est parti, jingle. Donc, comme je vous le disais, c'est un hors-série aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est pas le podcast habituel sur lequel on vous explique un peu notre parcours dans l'achat de notre premier immeuble de rapport. On est vraiment sur un mode décontracté. Là, je suis en voiture, je vais tranquillement au boulot. J'ai à peu près 40-45 minutes de route. Donc, pendant ce temps-là, je vais discuter avec vous, essayer d'échanger un petit peu sur différents sujets qui me passent par la tête. Alors, ça sera peut-être un peu décousu sur ce premier épisode, mais c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment de pouvoir partager de tout et n'importe quoi. Dans les premiers podcasts que j'ai enregistrés, puisque là je suis en train de préparer le quatrième volet du podcast, j'ai abordé différents sujets et notamment l'investissement immobilier, la volonté aussi depuis mon plus jeune âge de vouloir être propriétaire plutôt en locatif. Je voulais simplement revenir avec vous là-dessus, puisque j'ai évoqué certains sujets, certains thèmes, notamment la partie héritage familial. Alors l'héritage familial, ça peut paraître un peu barbare comme terme, mais en fait ça signifie simplement que notre comportement est un peu manipulé, on va dire, est orienté en fonction de l'héritage qu'on a pu recevoir. Ça c'est hyper important parce que du coup ça veut dire que c'est ce qui va forcer à parfois être un peu limité dans ses croyances, à ne pas pouvoir franchir certaines limites, tout simplement parce qu'on pense que c'est pas possible ou on pense que c'est pas tout simplement normal. Donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez particulier, l'héritage familial, et c'est important pour bien se comprendre et bien se connaître, de comprendre cet aspect-là et de voir un petit peu d'où on vient, ne pas oublier d'où on vient, pour pouvoir justement essayer d'aller plus loin et dépasser ces premiers niveaux d'héritage familial, de casser un petit peu ce plafond de verre qu'on pourrait avoir au-dessus de nos têtes, chacun indépendamment, on va dire. Alors de mon côté, comme je l'ai dit dans le premier podcast, les questions financières à la maison, c'était pas un tabou du tout. C'est-à-dire qu'on pouvait échanger tout et n'importe quoi par rapport à ça. Je pouvais poser n'importe quelle question à mes parents, j'aurais jamais été jugé ou jamais été critiqué par rapport à ce que je peux vous demander. Donc moi, de mon côté, relation très très simple. Pour autant, mes parents n'ont jamais été des investisseurs. C'est-à-dire que de leur côté, eux, c'était simplement, on va dire, travailler malheureusement pour vivre, pour faire vivre leurs enfants, pour payer leur maison, pour payer leurs factures. Ils ont jamais été endettés, ils n'ont jamais eu de gros crédits à la conso et compagnie. Donc voilà, donc plutôt une vie de monsieur et madame tout le monde. Ce qui va très bien, c'est-à-dire que voilà, c'est un choix de vie, il n'y a aucun problème, et il y a certaines personnes qui sont très bien dans ce rythme de vie-là. Moi de mon côté, je voulais autre chose, c'est-à-dire que je veux en effet éviter les crédits, etc. Ça c'est une évidence, mais ça vient de mes parents, puisque mes parents ont toujours essayé aussi d'éviter cette forme de crédit. Et puis derrière, c'est aussi moi de pouvoir un peu m'élever finalement socialement à travers d'autres investissements, à travers d'autres rémunérations que celle du travail, parce que j'ai bien conscience aussi que de mon côté, la retraite elle est encore très loin. J'ai que 38 ans, donc c'est-à-dire que la retraite elle est peut-être même dans 30 ans. 30 ans c'est très long. 30 ans c'est très loin, 30 ans c'est très fatigant, et puis dans 30 ans surtout on ne sait pas du tout quel va être le régime de retraite dans 30 ans. Si ça se trouve, tout ce qu'on cotise aujourd'hui c'est peut-être à fond perdu. Alors j'y crois pas trop parce que je pense que le système français est quand même plutôt bien fait, j'ai quand même plutôt confiance en mon pays, donc je suppose qu'il y aura des passerelles, des choses qui seront quand même mises en place, mais toujours est-il que on n'est pas sûr de l'avenir, on n'est pas sûr de ce que va être le monde dans 30 ans. Donc du coup je préfère assurer les arrières et je préfère protéger ma famille et moi-même au passage par rapport à des investissements à venir. Donc voilà un petit peu moi ma vision des choses par rapport aux finances. Alors après ce qui va être important et ce qu'il faut bien comprendre par rapport au podcast, c'est que si il y a 5 ans ou 6 ans maintenant j'ai pu démarrer l'immobilier locatif, c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'avant de démarrer l'immobilier locatif, on est passé par plein de galères. Avec mon épouse, c'était la première fois qu'on se mettait l'un et l'autre en couple avec quelqu'un. Donc c'était vraiment la découverte de la vie à deux, c'était vraiment la découverte des premiers budgets, des premières questions par rapport aux comptes. Est-ce qu'on fait des comptes joints, des comptes
compte séparés, quel est notre fonctionnement, etc. Et finalement, on y était un petit peu à tâtons comme ça pendant les 5-6 premières années, avant de passer à la vitesse supérieure. On verra aussi par la suite, et je pense que j'en parlerai là pendant ce podcast, de l'importance aussi des choix professionnels que l'on peut faire dans la vie. C'est-à-dire qu'on est tous amenés un jour ou l'autre à faire des choix d'orientation, des choix de renonciation par moment, mais il faut avoir toujours la cible qui est devant nous en se disant voilà, vers quoi on veut aller, vers quoi on aspire pouvoir devenir quelqu'un, ou voilà. Donc il faut toujours avoir cet objectif en face qui permet comme ça de bien comprendre les choses. Donc ce que je vous disais, c'est que financièrement, avec mon épouse, on s'est beaucoup cherché au début à savoir quelle organisation on avait, etc. Alors au début, la problématique était un peu moins embêtante, dans le sens où on avait à peu près la même rémunération, elle et moi. Alors j'ai commencé moi premier en CDI, mais assez rapidement elle a trouvé derrière des CDI aussi. On a eu là, grosso modo on était à peu près sur la même REM, donc ça bougeait pas, ça changeait pas grand chose. Et puis dès le début on s'est mis dans la vision de dire que si on est en couple et si on habite ensemble, c'est qu'on se fait une confiance aveugle, que ce soit pour le côté financier ou pour tout autre sujet, et que du coup si on se fait une confiance, il faut qu'on partage tout, quoi. Donc ça veut dire que voilà, on n'a jamais cherché à différencier finalement les comptes de l'un ou de l'autre, etc. Tout est toujours arrivé sur un compte commun, un compte joint, qui nous permettait comme ça de pouvoir vivre correctement et ne manquer de rien tous les mois, quoi. Alors les premières payes étaient pas mirobolantes, hein. Moi j'ai commencé ma première paye, je m'en souviens toujours, elle était à 1044 €. Donc 1044 €, vous imaginez bien qu'on va pas bien loin avec ça. Alors c'était pas un mois complet, c'était tout ce qu'on veut, on est bien d'accord, hein. Mais j'ai toujours en marque ce 1044, puisque c'est important aussi de savoir d'où on vient, et de toujours regarder un petit peu en arrière et de voir un petit peu le chemin qu'on a parcouru par rapport à nos débuts. Donc j'étais à grosso modo, on va dire, allez, un petit 1300, 1400 pour un mois complet. Je parle bien en salaire net, hein. Donc 1400 net, on fait pas grand chose avec 1400 net, hein, on va pas se mentir. Mon épouse, de son côté, était à peu près aussi à la même REM. Et ce qui fait que derrière, voilà, on vivait correctement. On avait une location. Notre première location, c'était un studio qu'on surnommait l'Igloo. C'était un studio qui n'avait pas de fenêtre, en fait. C'est juste vous savez, les fenêtres de toit, là, je sais même pas comment ils appellent ça, les hublots, là. Donc on avait ça directement, des Skydome, c'est pas ça, on appelle pas ça un Skydome, moi je crois. C'était du coup voilà un studio qui avait un Skydome, donc ça veut dire qu'on avait de la lumière du jour, mais à moitié tamisé et à 3 mètres de haut, donc c'était un peu compliqué. Mais finalement, on se sentait bien parce que c'était notre premier chez nous et c'était vraiment là qu'on a commencé. Alors forcément, les loyers étaient faibles, on était plutôt sur du 400 € à peu près de loyer, ce qui fait que du coup, mon salaire, puisqu'au début on a démarré, j'étais seul salarié, pouvait payer largement le loyer, et puis après derrière les courses et puis la vie de tous les jours, on va dire, sans trop de difficultés. On faisait quand même toujours attention à nos comptes, et ça c'est quelque chose qui est important aussi dans notre parcours, c'est que du côté de mon épouse, la situation financière est un petit peu plus compliquée que ses parents, et ce qui fait que du coup elle a pris le réflexe dès le début, et elle m'a inculqué ça, parce que pour le coup moi je l'avais pas du tout, de suivre tout ce qui se passait sur les comptes. Ça veut dire que dès le début, dès nos premières semaines ensemble, on s'est mis d'accord sur un fichier Excel dans lequel on notait finalement toutes nos dépenses. Et puis systématiquement, de temps en temps, on vérifiait avec le compte en ligne pour rechecker si tout était carré, si tout était bon, s'il n'y avait pas des opérations frauduleuses qui passaient, s'il n'y avait pas, voilà. Donc on était très très consciencieux par rapport à ça. Et ce qui nous permettait finalement de vivre à notre rythme, sans dépenser plus que ce qu'on avait. Donc ça c'est déjà un premier point. Et puis voilà, on est toujours parti du principe aussi de se dire que si on veut s'acheter quelque chose, on se l'achète uniquement si on a les moyens de le faire. C'est-à-dire que si demain il fallait changer un canapé, le canapé il coûte 2000 €, et tant qu'on n'a pas l'argent de côté, on ne le fera pas. Donc voilà, donc on était plutôt sur un mode plutôt à la cool, très rigoureux au niveau de nos finances, mais on se privait pas du tout, hein, on vivait très bien. On épargnait un tout petit peu, mais vraiment pas grand chose, et puis ça permettait comme ça de vivre et de vivoter tranquillement. Donc assez rapidement, on a changé de logement, puisqu'on a trouvé un logement un peu plus grand, toujours dans le même secteur géographique, etc. Puisque l'Igloo c'est bien, mais au bout d'un moment on a vite fait le tour quand même. Et donc on a trouvé notre premier appartement finalement qui était un T2, donc juste une chambre, une pièce de vie, une salle de bain. Là par contre ça change complètement, c'était un peu plus à la campagne, donc on était
dans un bâtiment neuf, donc du coup c'était hyper lumineux, c'était hyper agréable, etc. Et donc là ça nous a permis vraiment de nous conforter finalement dans le quotidien. Ça veut dire que c'était l'achat des premiers mobiliers, puisque le studio, l'igloo était en meublé. Là pour le coup on était parti sur un premier appart vide, donc du coup il a fallu se meubler, il a fallu s'équiper, etc. Et donc tout ça, ça nous a permis de continuer finalement notre progression sociale, j'ai envie de dire, financière aussi, puisque voilà, tout doucement les salaires évoluaient progressivement, alors très faiblement, hein, mais ça évoluait tout doucement. Mon épouse, de son côté, avait trouvé aussi des contrats, donc du coup ça permettait, donc elle était à l'époque encore en CDD, mais ça permettait aussi voilà, de ramener un peu plus d'argent aussi dans le ménage, dans le foyer. Et puis comme ça on avançait sereinement sur cette voie-là, toujours avec une optique d'épargne. Alors on avait quand même un système d'épargne, puisqu'on avait mis en place un plan, c'était plutôt ouais, je pense que c'était un plan de retraite, on pouvait appeler ça comme ça. Alors je sais pas si on peut appeler ça vraiment une retraite sup, mais il y avait un truc qui était en route, on ne savait pas trop ce que c'était, qu'on a mis en place avec le Crédit Agricole à l'époque, où le conseiller nous avait dit voilà, faites comme si ça n'existait pas, vous mettez X euros dessus tous les mois, ça part, et puis c'est tout, vous y penserez pas, quoi. Puis finalement on avait suivi ce conseil-là. C'était quelque chose qu'on pouvait débloquer au bout de 5 ans, il me semble, de tête. Alors je saurais plus vous dire le support, hein, sincèrement je m'en souviens pas. Mais voilà, ce premier conseil était quand même intéressant, c'était de dire que voilà, il faut peut-être par moment se dire ok, j'épargne, mais sans y réfléchir, et surtout je le regarde pas, quoi. Je regarde pas parce que forcément dès qu'on a une enveloppe où on a un peu d'argent dessus, on a envie de le dépenser. C'est humain, hein, c'est que dès qu'on a de l'enveloppe et dès qu'on a envie d'avoir un petit quelque chose, on se dit qu'on peut rapidement piocher dedans, et c'est toujours intéressant. Donc de ce côté-là, c'est vrai qu'on n'a pas trop, on n'a pas trop galéré financièrement, on était bien, voilà. Alors le loyer avait augmenté, hein, on était plutôt passé à 600-700 euros par mois de loyer, mais avec nos deux petits salaires qui rentraient, ça se passait relativement bien. J'ai pas souvenir de difficultés financières particulières, et on avait une voiture pour nous deux parce que on travaillait tous les deux dans la même ville. C'était une voiture qu'on avait récupérée d'occasion à la mère de mon épouse, etc. Donc ça veut dire que derrière c'est pareil, ça c'est des coûts qu'on a évités. Donc on n'a jamais eu de crédit auto par exemple. Ça c'est quelque chose qui est très très important, et on reviendra dessus, mais c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et donc voilà, donc on n'avait pas de dépenses superflues finalement, on menait notre petite vie de tous les jours tranquillement, et puis financièrement on était plutôt bien, quoi. Donc on a trouvé un bon équilibre de vie. Après on est aussi des personnes qui vivons très très simplement, c'est-à-dire que voilà, nous on n'a pas besoin de partir à Bali en vacances, etc. On était plutôt sur des choses très très modestes. Voilà, pour nous c'était plus l'Ardèche en Twingo que autre chose. Donc voilà, c'était vraiment à la cool, et puis ça nous permettait vraiment de progresser tranquillement, quoi. Donc ça a été notre petite vie qu'on a menée pendant 4-5 ans. Au bout de 4-5 ans, moi je commençais à me sentir un petit peu à l'étroit dans mon travail, puisque en fait au niveau de mon boulot, voilà, j'étais hotliner à l'époque, donc je faisais beaucoup de téléphone, j'aidais en fait des cabinets comptables à utiliser un logiciel de paye. Donc voilà, je l'ai formé par téléphone, etc. Assez rapidement, j'ai eu envie d'aller voir un peu du terrain, donc j'ai commencé à faire des formations aussi chez les clients directement. Donc j'allais rencontrer des cabinets comptables, et puis je leur mettais le logiciel en place. Donc voilà, donc ça commençait à prendre plus d'importance, et puis de mon côté, j'étais de plus en plus intéressé par ce secteur-là. Donc du coup, j'ai demandé à mon responsable de l'époque de voir s'il n'y avait pas une évolution qui était possible pour passer finalement de hotliner à formateur à temps plein, puisque c'est vraiment quelque chose qui me plaisait. Donc en effet, on a réussi à avancer dans ce sens-là, c'est-à-dire que j'ai réussi à devenir formateur. Et puis l'avantage de devenir formateur, c'est que derrière on pouvait se délocaliser un petit peu de notre ville de départ. Donc là, mon premier job, moi, était sur Beauvais, dans l'Oise, donc une ville un peu paumée où il se passe pas grand-chose, on va pas se mentir, et qui est pas la ville la plus sexy du monde. Donc on y a fait quelques années, mais voilà, c'était pas notre ville d'origine, on est originaire du Pas-de-Calais, donc c'était pas trop notre secteur géographique. Et puis derrière, voilà, on n'avait pas envie spécialement de faire toute notre carrière là-bas. Donc du coup, le fait que je puisse être comme ça, détaché finalement de mon siège, en étant formateur, c'était plutôt un bon plan, c'était plutôt un bon deal, parce que moi ça permettait de voir autre chose et de découvrir un autre métier, avec une grosse partie de déplacement, hein. Je faisais des parties de déplacement en national, donc j'allais quand même à droite à gauche, mais à l'époque on n'avait pas d'enfants, donc on arrive à trouver notre équilibre là-dedans. Et puis ça me permettait aussi de pouvoir revenir dans notre département d'origine, qui était donc le Pas-de-Calais, et qui nous permettait comme ça de pouvoir se poser un petit peu géographiquement dans un secteur qu'on connaissait davantage.
Donc nous voilà de retour dans le Pas-de-Calais. Donc ça c'est aux alentours des années, je ne sais pas de bêtises, ça va être les années 2000, 2008, 2008, ouais, 2007-2008. Donc c'est-à-dire qu'on est resté 2 ans finalement dans l'Oise, 2-3 ans dans l'Oise, et puis après derrière on est remonté dans le Pas-de-Calais. Euh, Ce changement a été important pour moi parce que du coup on a changé aussi un peu ma façon d'être rémunéré, puisque quand on est formateur on a un fixe qui avait un petit chouïa évolué, mais pas non plus énorme, hein. Je devais être de tête, j'avais dû passer entre deux à 1006, 1007, un truc comme ça, net. Et derrière, par contre, le fait d'être formateur, bah, ça nous octroyait, si les résultats étaient corrects, des commissions. Des commissions alors qu'on avait un objectif à l'année, et dès qu'on dépassait l'objectif à l'année, bah, tout ce qu'on faisait au-dessus de l'objectif, c'est nous déclencher des commissions. Donc ça, c'était plutôt sympa, et c'est un truc que j'ai découvert là-bas, puisque je ne connaissais pas du tout. Et c'est vrai que bah, du coup, je savais que alors l'année commençait généralement au mois de septembre, je crois, de tête. Peut-être juillet, je sais plus. Mais enfin bref, on sait qu'aux alentours du mois de février-mars, on commençait à toucher des commissions jusqu'au mois de juillet-août. Ce qui fait que du coup, ben, j'étais plutôt bien, parce que ça veut dire que j'avais mon salaire de base à 1007, on va dire, qui arrivait tous les mois, ça c'était du garanti. Et puis après, derrière, ben, j'avais la possibilité, si je bossais bien et si je faisais pas mal de formations, de toucher de la com, et qui me faisait monter facile à du 2100, 2200, 2300 euros certains mois. Donc voilà, donc plutôt une bonne logique, et puis quelque chose qui m'intéressait, puisque en fait ça permettait de féliciter finalement ceux qui se donnaient un peu pour la boîte, et ben qu'on était remerciés sous forme de commission. Donc ça c'était plutôt une très bonne nouvelle. Donc ce job là je l'ai continué, je me suis beaucoup investi là-dedans parce que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait, la formation aux autres. Alors il faut savoir qu'à l'origine, moi je suis plutôt une formation informatique, puisque j'ai un BTS informatique. Alors j'ai qu'un bac+2, hein, donc voilà. Mais j'étais plutôt orienté informatique, et puis là je découvrais finalement un nouveau métier. Entre deux, j'avais eu l'aspiration d'essayer de devenir prof, donc j'avais déjà finalement cette fibre de transmission qui était un peu en moi, mais je l'avais jamais exploité finalement, j'avais jamais donné suite, tout simplement parce qu'après un BTS, devenir prof c'est hyper galère. Il faut passer par une licence pro, puis après une maîtrise, etc. Et j'ai franchement pas motivé pour bosser plus que ça à l'école. Donc j'ai laissé tomber, je me suis dit bon voilà, on va trouver le premier job et puis on va partir dans la vie active. Donc du coup ce métier de formateur revenait finalement à mes premiers amours et à mes premiers souhaits, qui étaient de dire voilà, j'aimerais bien transmettre aux autres de façon plus pérenne. Donc j'ai fait ce métier-là de formateur qui m'a énormément épanoui pendant quelques années. Donc je prenais mon pied à ce que je faisais comme taf. Alors oui, j'avais des horaires un peu atypiques, hein. Ça m'arrivait de partir à 3h du matin pour être à l'heure à Paris. Ça m'arrivait de partir le dimanche midi pour pouvoir prendre un avion pour aller à Toulouse, etc. Donc on avait un rythme de vie qui était quand même un petit peu particulier. On y trouvait notre compte au début. Au bout d'un moment, les déplacements, ça a un peu créé la lassitude. Notamment que quand dans le couple, finalement, on commence à réfléchir à avoir des enfants, etc. Et donc là, forcément, la question du déplacement se pose, puisque c'est plus compliqué, quoi. C'est quand même beaucoup plus compliqué de faire des déplacements quand on veut fonder une famille, alors que quand on était à deux en couple, on dépend que de nous deux. Donc si on est d'accord et si on est en face tous les deux, il n'y a aucun problème, quoi. Donc on a commencé à réfléchir à tout ça, et puis finalement j'ai décidé de quitter cette entreprise pour faire un virage à 360, pour réussir à me poser finalement et avoir un boulot qui me permettrait comme ça de pouvoir avoir des horaires fixes et de pouvoir avoir un équilibre de vie qui soit plus acceptable. Donc comme je formais habituellement des cabinets comptables, alors en tout j'ai dû former peut-être 200, 250 cabinets comptables sur ma carrière de formateur. Comme j'étais habitué finalement à ce milieu du cabinet comptable, je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer de me lancer dans le cabinet comptable en tant que gestionnaire de paye, puisque je maîtrisais parfaitement l'outil sur lequel il travaillait. Donc ça me paraissait logique finalement de partir là-dessus, et j'allais sans trop de difficulté à mon avis prendre mes marques dans ce métier-là. Et donc je suis parti dans un cabinet comptable, dans mon premier cabinet comptable, en tant que gestionnaire de paye. Gestionnaire de paye, donc on fait de la paye pour les entreprises, pour les artisans, pour les commerçants, etc. Tous ceux qui ne peuvent pas gérer en interne, on va dire, leurs salariés, parce que structure trop petite. Donc voilà, donc je suis parti sur un métier comme ça, sachant qu'à ce moment-là, c'est vraiment un choix financier aussi qui ont établi. Donc mon épouse en parallèle est en CDI, elle travaillait à l'époque à la CAF, donc aux caisses d'allocation familiale.
Donc elle avait un CDI stable, elle avait une situation qui était stable et il n'y avait aucun souci par rapport à ça. Et puis moi de mon côté, du coup, on a fait le choix de faire un peu un trait sur la rémunération, puisque du coup en formateur, je tournais plutôt aux alentours de 2000-2100 net en moyenne, hein, avec l'histoire du com que j'ai expliqué juste avant. Et là, je descendais finalement, puisque je redescendais à 1450, je crois, brut, net, pardon. Donc du coup, voilà, je faisais une sacrée croix, je m'asseyais sur 400-500 balles de rémunération. Mais pour moi, à l'époque, c'était un peu le prix à payer finalement pour pouvoir concilier une vie perso un peu plus épanouie et puis pouvoir nourrir d'autres projets, et notamment le fait d'avoir des enfants, puisque c'est au moment où j'ai quitté mon emploi que mon épouse est tombée enceinte de notre premier garçon. Donc c'est vrai que vous voyez, dans la vie, on peut faire aussi des choix stratégiques qui peuvent paraître assez surprenants. C'est-à-dire que j'ai quitté un boulot dans lequel j'étais hyper épanoui, où la rémunération commençait à devenir tout doucement assez sympa, pour partir sur un boulot que je ne connaissais finalement pas, dans un cabinet que je ne connaissais pas du tout, et avec une rémunération qui était beaucoup plus faible que celle que j'avais initialement. C'est pas pour autant que la suite ne m'a pas souri, d'accord? Donc n'hésitez pas aussi de temps en temps de vous mettre en danger, ça peut être toujours intéressant aussi, mais par contre ayez toujours un contrôle du danger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, se mettre en danger, c'est bien, on sort de sa zone de confort, c'est hyper gratifiant quand on y arrive, mais il faut quand même assurer ses arrières, quoi. C'est-à-dire que là, moi, je me suis permis de le faire parce que mon épouse avait une situation stable et avec un employeur qui était hyper fiable. Voilà, genre, au niveau des institutions, ou dès qu'on est dans une institution comme la CAF, par exemple, sauf si on est vraiment très très con et qu'on fait des énormes conneries, sinon c'est quasiment des jobs qu'on a à vie, quoi. Donc c'est par ce biais-là aussi, et c'est grâce à mon épouse que j'ai pu faire ce choix finalement de faire un virage dans ma carrière professionnelle, et je suis arrivé donc gestionnaire de paie. Métier qui me passionne pas plus que ça finalement, puisque je me rends compte, voilà, j'aime bien le côté très technique, etc. Maintenant, le relationnel avec les clients, à faire des payes, machin, c'est assez redondant et je m'ennuie assez vite. Donc voilà, j'ai pas pris un pied extraordinaire à faire ça, mais bon, ça faisait partie du deal. Au moins, ça me permettait d'avoir une vie et puis de profiter de mon petit bébé qui venait d'arriver, et puis voilà, quoi, ça m'a permis de faire ça pendant quelques temps. Au bout de quelques mois, ouais, c'est même moins d'un an, peut-être, dans le cabinet, s'est posé la question en fait du recrutement d'un responsable d'équipe, pour chapeauter justement ce département social. À la base, je pense que les experts comptables n'avaient pas en tête de prendre quelqu'un en interne, mais je me suis positionné, c'est-à-dire que je me dis tiens, pourquoi pas moi. J'ai de l'expérience, j'avais déjà managé un petit peu en tant que formateur, j'avais déjà managé des nouveaux formateurs, etc., où je les mettais en place. C'est quelque chose qui me plaisait, qui m'intéressait plutôt bien. J'ai dit tiens, pourquoi pas moi. Alors je pense qu'au final, je leur ai mis un petit peu une épine dans le pied, puisqu'ils pensaient, je pense, faire un recrutement 100% extérieur, et finalement ils se retrouvaient avec quelqu'un de l'interne qu'on pouvait difficilement mettre de côté, parce que le taf était bien fait et voilà, ils avaient rien à me reprocher, et j'avais l'expérience en ma faveur. Donc du coup ils ont mixé en me disant ok, on va te mettre co-responsable de l'équipe. Donc du coup ils ont fait leur recrutement extérieur, mais en parallèle ils m'ont mis co-responsable aussi de l'équipe. Alors ça c'est pareil, hein, vous voyez, il ne faut pas hésiter à braver les interdits, et puis à chatouiller un petit peu, alors méchamment, pas méchamment, hein, c'est juste voilà, taquiner en disant ok, moi je veux être le petit grain de sable qui peut chatouiller un petit peu dans la chaussure. C'est pas très grave, au contraire. Au pire, j'aurais eu un refus, puis je serais resté dans mon petit poste de gestionnaire de paye, et puis au mieux je suis accepté, et puis à ce moment ça me permet d'évoluer socialement. Et donc pour la première fois, je touchais le statut cadre. Alors c'est un statut dans le privé qui nous est cher, dans le sens où on a l'impression que dès qu'on est cadre, la vie va être plus belle. Alors foncièrement ça change pas grand chose, hein. Donc oui, j'ai pris un peu de REM, mais ça a pas non plus été transcendant. Je suis passé sur un format en forfait jour, donc ça veut dire que ça a des avantages et des inconvénients, mais ça aussi voilà, ça permet aussi d'avoir une souplesse plus normalement, hein, une souplesse plus grande dans l'activité. Mais surtout ça m'a permis de rajouter une ligne sur mon CV qui va avoir un élément, et ça va être un élément qui va être fondamental finalement avec la suite de ma carrière. Dans la suite de ma carrière, donc finalement je fais cette expérience-là pendant 3 ans à peu près. Au bout de 3 ans, voilà, je m'entends pas bien avec mes experts comptables. Voilà, j'aime pas du tout la politique dans laquelle est en train de partir le cabinet, etc. Et donc du coup, je décide de frapper à la porte de contact que j'avais encore gardé de l'époque où j'étais formateur, pour décrocher des nouveaux jobs en tant que responsable. Et donc ça, c'est pour ça que je vous dis que la ligne est importante finalement sur le CV. C'est qu'à partir du moment où on a franchi ce cap une fois, de devenir responsable
responsable d'équipe, on peut prétendre après postuler pour être embauché directement en tant que responsable d'équipe. Et donc ça a été un réel plus. C'est pour ça que même si l'expérience ne s'est pas forcément bien terminée dans mon sens, puisque voilà, j'ai pas apprécié la fin de mon contrat, c'était une rupture conventionnelle, c'était tendu avec l'expert, donc c'était pas agréable, alors que je suis pas quelqu'un qui aime les conflits, donc c'était pas hyper agréable. Mais je me dis qu'au final, c'est une ligne supplémentaire qui m'a permis de décrocher un poste de responsable. Et puis finalement, je suis resté dans ce groupe-là jusqu'à aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui je suis encore, alors j'ai changé de département, mais je reste toujours dans le même groupe. Et donc ça me permet comme ça d'avoir évolué professionnellement par rapport à tout ça. Donc vous voyez que finalement une carrière professionnelle, elle n'est pas de tourpeau, on peut faire des virages, on peut changer, on peut évoluer, on peut se tromper, il n'y a pas de problème, à partir du moment où on a envie de bouger, on arrivera toujours à évoluer. Donc ça, surtout croyez en vous. Je dis toujours quelque chose, alors je le dis à mes parents, je le dis plutôt à mes enfants, je le dis aussi à mon épouse assez souvent, dès qu'on manque un peu de confiance en soi, je dis toujours, si tu crois pas toi-même en toi, qui est-ce qui va croire en toi? Et ça, c'est important. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu présomptueux et du coup je passe des fois un peu pour le relou de service, mais je crois énormément en moi. Alors c'est peut-être un peu c'est peut-être un peu pompeux de dire ça, alors que je suis quelqu'un, je pense être quelqu'un en tout cas de très simple au quotidien, mais je me dis que je sais ce que j'ai envie d'aller, où est-ce que j'ai envie d'aller. J'écraserai jamais personne pour y aller, parce que j'ai un profond respect envers mes collègues, etc. Donc j'écraserai jamais personne. Au contraire, si je peux tirer du monde avec moi, je tirerai du monde avec moi. Mais par contre, je m'arrêterai pas. C'est-à-dire que si demain une boîte n'est pas capable de m'apporter ce que j'ai besoin dans mes évolutions, etc., je chercherai pas, je bougerai, quoi. C'est-à-dire que à partir du moment où on tend la main en disant ok, je vais partir vers autre chose et puis qu'il n'y a pas de retour, je bougerai assez rapidement et puis c'est tout. Je vais pas m'entarter sur un boulot dans lequel je m'épanouirai pas complètement jusqu'à la fin de ma carrière. Moi je suis un peu de la nouvelle génération finalement, où les emplois sont pas, on va pas dire jetables, parce que j'aime pas ce mot-là d'emploi jetable, mais plutôt de se dire que à un moment donné il faut se donner les moyens, et puis il faut pas avoir peur de bouger si on sent que on a fait un peu le tour du boulot et un peu le tour de l'entreprise, ou si on n'est plus en phase avec les valeurs de l'entreprise. Ça peut être souvent le cas aussi. Il n'y a pas de honte de changer de boulot, quoi. Et pour faire pas mal de recrutement sur des jeunes profils, moi je classe pas les jeunes candidats par rapport au fait qu'ils aient bougé souvent de boîte, etc., quoi. À partir du moment où c'est fondé dans le propos et que c'est expliqué et que c'est justifié et que ça se comprend tout à fait, il n'y a aucun problème, quoi. Je veux dire, on peut changer de job. On n'est pas attaché à vie à une boîte, hein. Donc surtout si vous êtes dans un métier un peu néfaste, où vous n'êtes pas bien, où vous allez bosser la boule au ventre, etc. Moi je peux vous donner qu'un conseil, c'est essayer de voir ailleurs, quoi. Essayez de bouger, essayez de vous donner les moyens, essayez de vous dépasser, essayez de vous mettre un petit peu en danger, essayez de profiter au maximum de ces entreprises dans lesquelles vous êtes pour évoluer, pour gratter des choses, et ça vous donnera peut-être des billets d'entrée vers d'autres structures plus grosses ou plus importantes, avec des rôles plus importants. Donc voilà un petit peu au niveau de ma carrière professionnelle. Alors je ne vais pas parler plus du détail, parce que je suis toujours salarié aujourd'hui et j'ai aucune intention de changer mon job aujourd'hui, donc j'ai pas spécialement envie de m'attarder sur cet aspect-là. Mais c'était plutôt sur l'aspect évolution que je voulais vous montrer un petit peu, de quelle façon une carrière peut évoluer en 15 ans de temps, puisque moi j'ai commencé à bosser en 2006. Donc du coup en 15 ans de temps, vous voyez l'évolution. Ça permet de passer de technicien de paye, même pas, de hotliner à responsable d'équipe d'une vingtaine de personnes, quoi. Donc vous voyez, l'ascension comme ça peut se faire assez rapidement sur 15 ans, à partir du moment où on se donne les moyens, à partir du moment où on en veut, à partir du moment où on n'arrête pas de se former au quotidien et qu'on est très curieux de tout ce qui se passe dans le quotidien, on peut assez vite évoluer. Donc financièrement, forcément, toutes ces différentes évolutions, différentes étapes ont été agrémentées d'augmentation de rémunération, ce qui permet finalement de pouvoir, en 2009, comme j'explique dans le premier podcast, acheter notre résidence principale à crédit, sans apport, pour pouvoir justement continuer, et puis commencer à s'installer réellement dans notre vie de tous les jours, on va dire, avec ma conjointe. D'un point de vue finance, entre deux, donc on a eu des changements de banque, puisqu'on était initialement au Crédit Agricole, avec qui on avait souscrit notre premier crédit immobilier. Derrière, suite à la renégo de notre crédit, on est parti sur la Banque Populaire. C'est une banque avec qui j'aime bien travailler, la Banque Populaire. Alors le statut de mon épouse, qui depuis est passée fonctionnaire, puisqu'elle bosse à la DGFiP, donc du coup elle a pu en effet le statut de fonctionnaire aide aussi, et puis donc le volet Banque Populaire aide les fonctionnaires, puisque du coup on a moins de frais de dossier, on a beaucoup
beaucoup de coûts qui sont vachement réduits, etc. Donc c'est un statut qui est plutôt hyper valorisant par rapport à ça. Donc ça nous permet aussi d'avoir quelques avantages, ce statut-là, et donc la Banque Populaire accompagne correctement, on va dire, les fonctionnaires, puisqu'ils ont un traitement particulier au sein de cette banque-là. La Banque Populaire, c'est elle qui nous a suivis aussi sur tous les autres projets qu'on a pu faire derrière. Donc, c'est-à-dire que là-bas, du coup, aujourd'hui, on avait notre résidence principale, on a eu aussi tous nos crédits immobiliers, nos premiers crédits immobiliers locatifs, et puis donc c'est naturellement vers elle que je suis en train de négocier pour pouvoir poursuivre notre projet d'achat d'immeubles de rapport. Mais donc tout ça, ça en reparlera dans la continuité, on va dire, des podcasts précédents et dans les podcasts de courte durée. Voilà, ça permettra de continuer ce projet-là. Financièrement, on avait réussi à épargner un petit peu, mais on n'était pas des foutes de guerre. On n'a jamais été très bon sur l'épargne jusqu'à présent, puisque là, depuis 1 an et demi, quand même, on voit une sacrée différence. Tout simplement parce qu'on a commencé à faire des budgets au niveau de nos finances. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est en échangeant avec une personne de la famille qui est assez pro-budget, qui nous expliquait un petit peu comment lui prévoyait les choses à l'avance, à l'année, etc. On s'est inspiré un peu de ce qu'il faisait pour pouvoir établir nos propres budgets chez nous. Alors comment on gère au niveau des comptes? Donc déjà on a changé dans le sens où on a 2 banques, c'est-à-dire qu'on a la première banque, donc la banque principale qui est la banque Pop, sur laquelle vont arriver nos salaires, et sur laquelle on va retrouver tout ce qui va être abonnement, donc l'abonnement EDF, etc., mais tout ce qui va être aussi téléphone, tout ce qui va être télévision, les Canal Plus et compagnie, tout voilà, pas les Netflix, on n'a pas Netflix, mais voilà, tout, vous comprenez ce que je veux dire, tous ces abonnements là arrivent directement sur le site banque Pop. Et par contre, toutes les dépenses du quotidien, que ce soit pour les loisirs, que ce soit pour les restos, que ce soit pour les courses, l'essence, etc., sont traitées sur le compte ING. Donc on a ouvert un compte ING tout simplement pour avoir la gratuité de la carte. Et donc du coup on utilise ce compte-là avec carte gratuite, sur lequel finalement tous les mois on fait un virement pour pouvoir vivre tout notre mois normalement. Et donc du coup ce fonctionnement-là est un peu particulier, puisque du coup on a estimé des budgets. Donc on a défini finalement 3 budgets différents. Un budget course, un budget essence, et puis un budget ce qu'on appelle extra. Donc le budget extra finalement qui correspond à tous les loisirs qu'on peut faire au quotidien, tout ce qui n'est pas des courses et de l'essence, quoi. Donc ce qui fait que du coup on contrôle vraiment nos budgets par rapport à ça, puisque c'est important pour nous de pouvoir s'assurer que on fasse gaffe quand même à ce qu'on dépense en course, qu'on n'aille pas trop cramer d'argent. Au niveau de l'essence, pareil, moi je fais beaucoup de déplacements pour le pro, donc du coup j'ai besoin de contrôler aussi un peu ce volet-là. Alors même si je me fais rembourser des indemnités kilométriques, hein, mais je fais quand même attention à cette dépense de carburant, parce que je sais que c'est ce type de dépense qui peut nous foutre un peu dans la merde finalement à la fin de chaque mois. Et donc du coup on essaie d'anticiper un petit peu en prévoyant des budgets, et ce qui nous permet d'être plus serein à la fin du mois. Donc 3 budgets, un budget course, un budget essence et puis un budget extra. Budget extra qu'on va diviser en 3 sous-catégories. L'extra pour moi, on va dire, l'extra pour mon épouse, et puis l'extra qu'on a en commun. Donc l'extra pour moi et mon épouse, là c'est tout ce qu'on peut faire à titre perso, hein. Ça veut dire, ça peut être pour mon épouse, ça va être un coiffeur de temps en temps, ça va être ça va être des achats de fringues, etc. Moi de mon côté c'est pareil, hein, ça va être soit des fringues, ça va être aussi je sais pas, de temps en temps un outil de bricolage que j'ai besoin, un petit caprice que j'ai besoin, etc. Et puis par contre tout ce qui va être extra commun, c'est tout ce qu'on a en commun. Donc ça va être les dépenses pour les enfants, les dépenses, tout ce qui va être les médecins éventuellement, les pharmacies, etc. Tout ce qui peut être cinéma, tout ce qui peut être restaurant. Donc voilà, tout ça c'est des choses qu'on a dans les budgets, dans les extra communs. Le fait de gérer en 3 budgets comme ça nous a permis simplement d'éviter la frustration, de se dire, parce qu'on l'a eu à un moment donné, se dire tiens, je me serais bien fait un plaisir ce mois-ci, mais je peux pas parce que comme toi tu t'es déjà fait plaisir, les 2 plaisirs ensemble ça colle pas et ça passera pas au niveau du budget, quoi. Et donc voilà, pour éviter de rentrer dans cette situation-là, de dire un peu toi tu dépenses plus, moi tu dépenses moins, etc. On est parti sur une gestion de budget comme ça, d'extra. Autant on se cache rien, c'est-à-dire que tout le monde a accès au compte et on voit tout ce qui se passe, il n'y a aucun problème. Mais en off, on sait grosso modo combien nous on a dépensé pour nous, combien on a dépensé ensemble et combien l'autre a dépensé pour lui. Ça permet juste d'équilibrer les choses, sachant qu'en termes de rémunération, ce que j'expliquais par rapport au début, donc on a, avec mon épouse, on a complètement changé dans les rémunérations, dans le sens où je suis
petit x2, on va dire, en rémunération par rapport à mon épouse, ce qui fait que du coup on avait une grosse différence de REM. Mais on a continué finalement dans notre stratégie du départ, qui était de dire que tout l'argent qui arrivait dans le couple, c'était pour le couple. Donc ça veut dire qu'on ne fait pas de différenciation par rapport aux revenus que l'un ou l'autre ramène. On a tous les deux la même chose, on partage en deux, et puis voilà quoi, il n'y a pas de différenciation. Donc on a tous les deux le même budget d'extra, et on a toujours le même budget de commun, et on ne fait pas de différence par rapport à ça, puisque voilà, pour nous dans notre logique, c'est de dire que si moi j'ai pu évoluer dans ma carrière, c'est que ma femme a fait aussi des choix, et on a fait des choix avec ma femme pour être à temps partiel pour les enfants, pour avoir la sécurité, pour avoir le confort, etc. Donc c'est vraiment un bon échange finalement, et quelque chose d'assez neutre. Alors ça, c'est vrai qu'il y a certains couples pour lesquels ça marche pas, hein. Je veux dire, il y a des couples qui préfèrent garder chacun leur compte perso, etc. Je respecte, hein, chacun fait comme il veut, il n'y a pas de souci, hein. Moi je suis toujours parti de l'optique de dire que j'ai pas envie de léser ma conjointe parce que je gagne plus qu'elle. Je trouvais ça complètement débile. On s'est posé la question, hein, au tout début, si on faisait comme ça ou pas. À partir du moment où les rémunérations ont un peu dévié l'un de l'autre, on s'est quand même posé la question. Mais dans mon esprit, c'était de dire que voilà, tout ce qui rentrait dans le foyer, c'était à nous deux, peu importe d'où il venait, peu importe si c'était d'elle, si c'était de moi, si c'était elle qui avait une prime, si c'était moi qui avais des primes. On s'en foutait un peu. Et on s'en fout même beaucoup, puisqu'on s'en fout toujours, alors qu'on est à maintenant 11 ans de mariage, et on s'en fout toujours, quoi. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de se dire que tout ce qui rentre, c'était partagé en deux, et de façon égalitaire. Donc voilà, je me souviens toujours la petite photo, je sais pas, vous l'avez peut-être vu sur internet, hein, la différence entre égalité ou équité. Égalité, c'est on donne pareil à tout le monde, et équité, c'est on s'arrange pour que tout le monde soit au même niveau. Donc nous on est plutôt sur un niveau d'équité finalement, c'est-à-dire qu'on veut que tout le monde soit au même niveau, même s'il y a une personne des deux qui rabonne un peu moins de rémunération, clairement on s'en fout, c'est vraiment pas un sujet, parce que c'est pareil, l'argent c'est pas du tout un sujet tabou à la maison, donc il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Donc voilà notre gestion. Donc notre gestion avec différents budgets, le budget course, essence, et puis le budget extra. Cette gestion de budget, ça nous a permis plusieurs choses. Ça nous permet déjà depuis plusieurs années de jamais être en découvert. Ça c'est vraiment très important, dans le sens où nous on peut pas concevoir d'avoir du découvert. Ça nous a permis aussi de mettre de l'argent de côté. Donc on a commencé à faire de l'épargne avec les rémunérations qu'on avait. C'est un gros avantage parce que derrière ça nous a permis de jamais avoir de crédit autre que le crédit immobilier. Donc c'est-à-dire que de notre côté, on n'a jamais eu de crédit auto, on n'a jamais pris de crédit à la conso, on n'a jamais pris du 10 fois sans frais, on n'a jamais pris de choses comme ça. Avant même de savoir qu'on voulait investir dans l'immobilier, finalement, on était parti directement dans cette optique de jamais se mettre à crédit, parce que on avait toujours la crainte, alors on parle toujours de l'héritage familial, hein, mais on avait toujours la crainte du surendettement, on avait toujours la crainte de ne pas réussir à payer les échéances, etc. Et donc c'est vrai qu'on est parti toujours du principe de se dire que toujours pareil, hein, si on n'a pas l'argent, on n'achète pas. Et donc du coup ça nous a permis comme ça d'évoluer progressivement, d'aller à notre rythme, parfois même trop long, hein, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui nous l'ont pas reproché, mais qui nous ont fait la remarque. Ah tiens, vous êtes resté pendant des années avec juste une petite table au milieu de la pièce alors que vous auriez pu vous acheter une belle salle à manger. Nous la salle à manger, on a mis 5-6 ans avant de se l'acheter. La cuisine, on a mis 10 ans ou un peu moins, allez, ouais non, à peu près 10 ans avant de la refaire. Oui, mais c'est des choix parce qu'on voulait avoir l'argent de côté avant de pouvoir partir. Alors vous allez me dire que c'est un peu compliqué, je veux dire, comment vous avez fait pour acheter des bagnoles, etc. sans crédit. Alors j'ai la chance que mes parents ont pu nous aider, puisque quand on avait besoin de changer une voiture, ils pouvaient nous prêter l'argent, mais argent que je me suis toujours arrangé pour leur rembourser jusqu'au dernier centime. Donc ça c'est quelque chose qui était très important, et ça fait partie aussi de la liberté qu'on avait de pouvoir parler avec l'argent. C'est qu'au quotidien j'ai pas peur, même aujourd'hui mon père n'est plus là, mais même avec ma mère ce serait la même chose. J'ai plus peur aujourd'hui de dire est-ce que tu peux me prêter 20 000 euros et je te le rembourse dans X mois, parce que justement on a cette facilité avec l'argent, et on a ce respect avec l'argent, ce qui fait que du coup si ma mère me prête 10 000 euros demain, je sais, elle sait très bien que je vais lui rendre jusqu'au dernier centime, quoi. On n'a jamais eu de surprise, on n'a jamais eu d'impayé, on n'a jamais eu de choses comme ça, et donc ça c'est vrai que ça a pu me donner des sacrés coups de pouce au début, notamment quand il fallait changer les voitures. Je me souviens par exemple quand j'ai changé justement de travail, quand je suis passé de formateur au cabinet comptable.
En tant que formateur, j'avais une voiture de fonction. Donc du coup, on avait pu pendant des années garder qu'une seule bagnole qu'on avait de notre côté, donc toujours notre vieille Clio qui traînait bien. Et puis bah, du jour au lendemain, on s'est retrouvé sans la voiture de fonction, avec des emplois qui n'étaient pas au même endroit géographique. Donc du coup, on avait la nécessité de devoir acheter une nouvelle voiture. Donc on était parti sur une petite Twingo, il nous manquait 1000 ou 2000 euros. Et ben, j'ai demandé un rabais à mes parents de 1000 ou 2000 euros, ils nous ont fait un virement, il n'y avait pas de souci. Et derrière, je leur ai remboursé. Donc vous voyez, ça peut être important aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un dialogue de confiance et qu'on a vraiment une relation de confiance et qu'on ne trahit jamais cette confiance, eh ben à un moment donné, on est remercié parce que du coup, ça nous a permis comme ça d'avancer, même si c'était pas un don d'argent, puisque ça, j'insiste là-dessus, c'était bien remboursé jusqu'au dernier centime, mais derrière, bah, ça nous a permis comme ça de faire certaines choses. Donc ça, c'est hyper important dans notre vision et c'est vraiment une valeur qu'on essaie d'inculquer à nos enfants. C'est de dire que voilà, si demain, et alors ils sont encore un peu jeunes, hein, ils ont 8 et 9, mais sur le principe, on se dit toujours que voilà, si demain ils ont besoin d'argent, bah, j'aimerais pouvoir leur avancer cet argent et que naturellement, de leur côté, ils trouvent ça normal de nous le rembourser. Après qu'on fasse des cadeaux, on fait des cadeaux, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà, les coups de pouce, ok, on donne un coup de pouce, mais par contre, il faut un retour, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est une des valeurs que moi je trouve importante dans le quotidien et qu'on essaie vraiment d'inculquer à nos enfants. Donc voilà, donc ça veut dire que nous au quotidien, on s'est toujours obligé finalement à ne jamais prendre de crédit, crédit conso, crédit auto, etc. Et ça, on va se rendre compte et on s'est rendu compte finalement que ça changeait énormément la donne, quoi. Parce que tout simplement, le banquier, lors de notre premier investissement immobilier, la première chose qu'il nous a demandé, c'est bah, est-ce que vous avez un crédit auto, quoi. Et le fait qu'on lui dise non, on n'a pas de crédit auto, rien que déjà à ce moment-là, son regard il a changé sur nous. Parce qu'il est tellement habitué à avoir des trentenaires, parce qu'à l'époque quand on a été sollicité, moi j'avais 31, voilà, de voir des trentenaires arriver avec deux crédits auto parce que bah, ils ont besoin de deux voitures, ce qui paraît logique. Et donc du coup voilà, on a fait des crédits auto, etc. Mais ça plombe complètement le reste, quoi. C'est-à-dire que ça plombe complètement l'endettement, ça pourrit complètement le truc, tout simplement parce qu'une auto, ça ne vous rapportera jamais rien. Une auto, ça vous fait que dépenser de l'argent. Ça soit par le crédit, que ce soit par les réparations, par l'essence, par l'assurance, par tout ce qu'on veut. On ne peut pas se priver forcément d'auto. Nous, c'est le cas, on ne peut pas se priver d'auto. Même encore aujourd'hui, moi j'ai un boulot, je suis à 35 minutes de mon bureau habituel, je suis à 45 minutes d'un bureau secondaire, on va dire. Voilà, c'est pas possible, je peux pas me passer de ma voiture, quoi. Autant je peux comprendre les citadins qui peuvent y aller en métro, etc. Mais banco, et vous avez raison de le faire. Moi, j'habite à la campagne, c'est juste pas possible. Sans voiture, on fait rien, quoi. Donc ça veut dire qu'on est obligé d'avoir cette voiture, mais il ne faut pas que ça devienne un obstacle pour la suite des événements. Et donc du coup finalement on a toujours fait le choix de se dire qu'on prenait des petites voitures déjà, on flambait pas plus que ce qu'on avait comme argent et ça nous permettait comme ça d'éviter les crédits et de pouvoir investir dans des choses vraiment plus importantes qui pour nous pouvaient vraiment marquer un changement par rapport à notre situation financière. Donc voilà un petit peu notre vision aussi par rapport au crédit, qui est vraiment de se dire voilà, on évite au maximum tout ce qui ne rapporte pas d'argent, donc les crédits à la conso, les crédits auto, etc. C'est complètement banni. Les paiements 10 fois sans frais, c'est pareil. On dit oui mais c'est du sans frais, oui c'est du sans frais mais ça reste un crédit, quoi. Ça reste un crédit, c'est-à-dire que si demain vous allez faire un crédit immobilier à la banque, vous demandez qu'est-ce que vous avez en cours, là là, on dit machin, est-ce que vous avez du revolving? Non, j'ai pas de revolving. Est-ce que vous avez du 10 fois sans frais? Ah oui, j'ai un petit 10 fois sans frais. Ah bah le 10 fois sans frais par contre c'est un échange de crédit, donc du coup c'est un crédit. Ah oui, c'est un crédit parce que c'est sans frais, mais oui, ok, le magasin il prend en charge les frais, il vous fait pas payer de taux sur le crédit, mais pour autant ça reste un crédit quand même. Pareil pour les leasing de voitures, hein. Ah, vous avez une voiture? Oui, j'ai une voiture. Vous avez un crédit? Ah non, j'ai pas de crédit sur la voiture. Par contre, c'est une voiture que j'ai en leasing. Un leasing, c'est quoi? Arrêtez, ouvrez les yeux, c'est un crédit, hein. C'est simplement le marchand de l'auto qui vous fait un crédit sur un véhicule qui vous met à disposition et qui vous loue. Même pire que ça, c'est-à-dire qu'à la fin du leasing, vous repartez, donc vous n'avez pas la bagnole, vous payez des frais, parce que généralement il y a toujours la petite griffe qui fait chier, et du coup vous allez payer des frais pour remettre en état la voiture en leasing. Si vous devez payer une option pour pouvoir lever l'achat, et ben vous allez payer une option qui va coûter très cher, et donc généralement on la lève jamais. Et ben, en fait, c'est un crédit, quoi. C'est un crédit parce que vous payez tous les mois quelque chose pour rien avoir à la fin. Bah ouais, ça s'appelle un crédit. Et donc voilà, même le leasing ou les LOA ou tout ce qu'on veut, pour moi, ça reste un crédit, ça reste assimilé comme un crédit. Donc faites bien attention à tout ça. Je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, je n'ai pas dit ça du tout, hein. Il y a sans doute certaines situations qui sont nécessaires et qui peuvent permettre de le faire. Ou après, c'est des choix de vie. C'est-à-dire que voilà, la personne qui n'a pas du tout envie d'investir dans l'immobilier, qui a une bonne situation, qui n'a pas envie de s'emmerder avec les bagnoles, qui aime bien rouler dans du neuf en permanence, pourquoi pas, ça peut être une solution. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous voulez investir
investir et si vous voulez investir notamment dans l'immobilier, voilà, évitez ça, parce qu'à un moment donné, vous allez, ouais, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué. Donc ça, c'est vrai que nous, c'est une grosse chance qu'on avait, c'est qu'on n'a jamais eu de crédit sur notre dos. On n'a jamais été en découvert, on n'a jamais été en débit, on n'a jamais fait rien de d'illégal, on n'a jamais rien fait. Voilà, tout est toujours resté dans les clous. Alors oui, des fois, on pouvait paraître avoir une vie un petit peu austère, hein, dans le sens où on faisait pas grand-chose. On se satisfaisait pardon, de peu, mais finalement, bah, ça nous rend énormément service aujourd'hui, quoi. Là encore aujourd'hui, vous voyez, on roule en voiture, on a une Twingo et une 2008, quoi. C'est-à-dire qu'on reste sur des gammes de produits. Alors oui, hein, je pourrais prendre un crédit et puis je roulerai en BM comme tous les kikés, mais ça m'intéresse pas, quoi. À un moment donné, voilà, ce qu'il faut pas oublier, c'est que les trois quarts des voitures que vous voyez passer, des mecs, des jeunes qui roulent en BM, bah, c'est du crédit, quoi. C'est du crédit ou c'est du LOA ou peu importe, mais c'est du crédit. Donc vous voyez, essayez aussi de dégonfler par rapport à ça. Alors après, sauf si vous êtes un amoureux de l'auto, hein, et ça je respecte, hein, c'est une passion, c'est une passion. Moi pas du tout, c'est-à-dire que la voiture c'est juste pour m'emmener d'un point A à un point B, donc je me prends vraiment pas la tête par rapport à ça. Maintenant je peux comprendre qu'il y en a qui sont passionnés par ça, et ok, faites ce que vous voulez de votre passion, il n'y a aucun problème. Moi de mon côté, voilà, nous on a fait ce choix-là de ne pas avoir de crédit, de ne pas avoir de grosses bagnoles. Je roule en 2008 pour aller bosser, mon épouse roule en Twingo, une vieille Twingo qui n'a jamais rien en contrôle technique mais qui a des années et puis c'est tout, quoi. Elle affiche de 100 000 au compteur et elle roule très bien. Et voilà, et ça nous pose aucun problème, quoi. Donc c'est aussi ça les choix de vie qu'on peut faire, c'est-à-dire que c'est des choix professionnels, on l'a vu dans la première partie de ce podcast, c'est des choix aussi financiers, avec le choix de ne pas utiliser des crédits à tort et à travers, comme malheureusement beaucoup font. C'est des choix qu'on peut faire au quotidien finalement pour améliorer sa vie et surtout s'ouvrir des portes sur autre chose. Je pense qu'en effet, sur les 4 premiers biens qu'on a achetés en immobilier, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, n'hésitez pas à suivre les premiers podcasts pour bien comprendre de quoi je parle. Mais donc les 4 premiers biens immobiliers, je pense que si le banquier nous a suivis comme ça, les yeux fermés, sans hésiter et sans rechigner, c'est pas pour rien, quoi. C'est pas pour rien, c'est parce que oui, donc on avait déjà les rémunérations qui rentraient, donc ça c'était quand même important. Mais après derrière, c'est aussi parce qu'on a un équilibre financier qui est hyper intéressant pour eux, quoi. Je veux dire, on fait pas de vagues, on fait pas de bruit, on ramène de l'argent, on épargne, on n'a pas de crédit à la conso. Voilà, quoi. C'est un dossier où il y a beaucoup de voyants qui sont quand même au vert, quoi. Ça fait pas tout, on l'a vu par rapport à nos rejets pour une demande de financement sur de l'immeuble, mais ça aide quand même fortement à évoluer dans ce milieu-là, quoi. Voilà un petit peu ce que moi je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que dire de plus? Bah là je suis en train d'enregistrer, je suis en train de préparer les podcasts, donc les épisodes suivants. Les épisodes 1, 2 et 3 sont déjà dispo, donc n'hésitez pas à les consulter si vous pouvez, si vous avez envie de suivre un petit peu notre aventure immobilière via l'achat d'un immeuble de rapport. Voilà, les autres podcasts sont en écriture, donc je suis en train de préparer voilà, les trames pour pouvoir après faire ce podcast correctement et avoir une info qui soit assez ficelée. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à liker, à partager. Moi j'étais ravi de passer ce petit moment avec vous. Voilà, je suis bientôt arrivé au boulot, donc du coup j'ai réussi à combler ma quarantaine de minutes de route là, en discutant avec vous, donc ça va plutôt bien. Je pense que je referai d'autres séquences de la même façon, un peu des hors-séries comme ça. Je pense que je trouve ça assez sympa. Donc on aura l'occasion sans doute d'échanger sur d'autres sujets. N'hésitez pas en commentaire, hein, si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder ou des thèmes où vous souhaitez avoir ma vision des choses. Alors je le répète toujours à chaque début de vidéo, hein, mais je suis pas un professionnel, hein, donc c'est-à-dire que comptez pas sur moi pour vous dire est-ce que c'est un bon deal, pas un bon deal, etc. J'en sais rien, quoi. C'est démerde-toi, quoi. À un moment donné, voilà, je peux donner mon avis sur quelque chose, mais ça a aucune valeur, quoi. Nous tous les jours on y va aussi au compte-gouttes et on y va toujours à la découverte au fur et à mesure, quoi. Donc improvisez, sortez de vos zones de confort, faites-vous confiance et puis après avancez, quoi. Avancez. Il y a Yann Darwin, je sais pas si vous connaissez Yann Darwin, je regarde pas mal de ses vidéos sur YouTube, qui dit toujours voilà, arrêtez d'être en mode démo, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné c'est bien de se poser des questions, il faut se les poser, hein, c'est hyper important. Mais à un moment donné il faut passer à l'action, quoi. Je veux dire, voilà, si vous lancez pas, si vous n'allez pas voir pour la première fois votre banquier, vous n'allez jamais démarrer dans le locatif, quoi. À un moment donné il faut casser cette barrière là. Moi aussi je l'ai eu, hein, cette barrière, on a hésité très très longtemps avant d'aller voir le banquier pour le premier achat, etc. Mais non, il faut foncer, quoi. Je veux dire, à un moment donné, sortez-vous les doigts du cul et puis avancez, quoi. Il n'y a que ça qui pourra marcher et il n'y a que ça vraiment qui pourra vous donner l'envie de continuer ou d'arrêter, hein. L'immobilier c'est pas fait pour tout le monde, hein. Il y a des personnes qui n'adhèrent pas et qui n'aiment pas ça, bah, tant pis, c'est pas grave. Tout ce que vous aurez fait avant sera jamais de l'argent perdu, quoi. Je veux dire, voilà,
vous prenez pas beaucoup de risques, quoi. C'est-à-dire, voilà, à partir du moment où c'est réfléchi, où c'est posé, vous êtes financièrement, vous êtes posé, il n'y a aucun problème. Vous pouvez y aller sans problème, quoi. Ouais, voilà, bon, allez, j'arrête là cette vidéo, sinon je suis reparti encore pour parler 2 heures avec vous. Je vous dis à plus tard, et puis n'hésitez pas à voir les autres podcasts, et puis à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao!